Et Monsieur Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message? Est-ce que le président américain Joe Biden est le premier destinataire de ce message? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer sur le deuxième point que ça n'est absolument pas le cas. Ensuite, je veux simplement dire la cohérence de notre position depuis le début. Nous sommes en solidarité avec la sécurité d'Israël. Et je le dis à 2 jours du 7 octobre, alors même que nous prendrons plusieurs initiatives à cette occasion pour montrer que nous n'oublions rien. Et je le dis en ayant une pensée toute particulière pour les familles de victimes et d'otages. Je recevrai moi-même à Paris les familles d'otages et je recevrai françaises et franco-israéliennes et je recevrai les familles de victimes vivantes en France. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de faire une tournée dans la région. Il sera lundi en Israël et recevra, avec un message de ma part, les familles franco-israéliennes de victimes. La France, au-delà de ce message de solidarité, et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous, avec les 2 États à la clé. Et pour ce qui est du Liban, nous appelons aussi au cessez-le-feu. Et je note, demeurant, que la semaine dernière, à New York, le président Biden comme moi-même avons endossé un texte de cessez-le-feu, et donc que les États-Unis d'Amérique étaient favorables pour le Liban, que ce texte avait été discuté avec à la fois les composantes libanaises et Israël pour le conclure. Et je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Et donc oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Sur le Liban, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler, je voudrais là aussi confirmer, comme je l'ai fait dans mon propos introductif, le fait que nous tiendrons donc dans les toutes prochaines semaines cette conférence de soutien qui a vocation à apporter de l'aide humanitaire et à consolider les efforts de la communauté internationale et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser en particulier le sud Liban. J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts contre les ennemis de la civilisation. On combat à Gaza le Hamas, ces barbares qui ont massacré, violé et brûlé notre peuple le 7 octobre. On lutte au Liban contre le Hezbollah, le groupe terroriste le plus armé au monde, qui planifiait un massacre pire que celui du 7 octobre à notre frontière nord et qui bombarde nos villes depuis près d'1 an. On affronte les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak et Syrie qui ont lancé des centaines d'attaques de drones et missiles contre Israël. On combat les terroristes en Judée-Samarie qui tentent de tuer des civils au cœur de nos villes. Et on lutte contre l'Iran, qui a tiré plus de 200 missiles balistiques sur Israël la semaine dernière.
Alors qu'Israël combat la barbarie menée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient être à ses côtés. Pourtant, Macron et d'autres leaders occidentaux appellent à un embargo sur les armes contre Israël. Quelle honte! C'est scandaleux. Écoutez bien ceci. Israël vaincra avec ou sans leur soutien, mais leur déshonneur perdurera bien après la guerre. En se défendant, Israël protège la civilisation contre ceux qui veulent imposer un âge sombre à tous. Soyez-en sûrs, Israël luttera jusqu'à la victoire, pour nous et pour la paix mondiale. Il y a une crise financière, c'est dire si la situation budgétaire est grave. Quelle est-elle? On a les chiffres. Si on ne fait rien l'année prochaine, le déficit du budget sera de 7%. Et Michel Barnier s'est donné l'objectif de ramener ce déficit à 5%. Donc 2 points de PIB, c'est simple, ça fait 60 milliards. La méthode Barnier, c'est 40 milliards d'économies et 20 milliards d'impôts en plus. Ces impôts en plus, c'est sur les grandes entreprises et les très fortunés. Et les économies, on commence à avoir une piste, et notamment il y en a une qui a fait polémique aujourd'hui, et qui va faire polémique, c'est de repousser la revalorisation des retraites de 6 mois, qui interviendrait non pas le 1er janvier, mais le 1er juillet, à la clé, un peu plus de 3 milliards d'euros d'impôts. Les associations de retraités disent, nous, on n'est pas contre participer à l'effort collectif. Mais pourquoi nous? Pourquoi serions-nous les seuls à être ciblés? Qu'avons-nous fait pour être les seuls à passer à la moulinette des économies? Voilà. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai entendu M. Barnier nous dire c'est une mesure qui est une mesure juste. Non, bien évidemment que non. Très concrètement, le fait de reporter l'augmentation des retraites sur la base de l'inflation qui est prévue normalement pour le 1er janvier au 1er juillet, c'est 150 € en moyenne que vous allez prendre à chaque retraité et qu'il ne reverra pas. C'est 150 € qui va lui manquer. Vous savez, dans ce pays, il y a 2 millions de retraités pauvres, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pourquoi ces gens-là qui vivent sous le seuil de pauvreté devraient se voir retirer encore 150 €? Comment peut-on dire qu'une mesure de cette nature est une mesure juste? Si maintenant vous voulez trouver des idées de nouvelles recettes, mais il y en a des millions des idées de nouvelles recettes, mais il suffit taxer les entreprises taxer les plus fortunés et les grandes entreprises. C'est ce que va faire Michel Barnier. Mais non, il va faire quelque chose de cosmétique, d'exceptionnel sur un an. Rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 10 milliards d'euros supplémentaires dans les recettes de l'État. La taxe sur la fortune va rapporter, sur les fortunés, rapporte 2 à 3 milliards. C'est énorme. Je vous propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 5 fois plus. Mettre en place une véritable taxation des super profits, comme on l'a proposé à de multiples reprises. Et vous avez toujours voté contre. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, peut-être qu'il faut faire autrement, mais vous venez nous dire tous ici, vous venez nous dire, non, il ne faut pas toucher aux retraités. Mais tous, vous vous apprêtez à laisser ce gouvernement en place parce qu'il va y avoir un vote sur une motion de censure la semaine prochaine. Vous avez tous dit, attendez, monsieur Ciotti, laissez-moi terminer ma phrase. Vous allez voir, monsieur Ciotti. Vous n'êtes pas désisté pour les candidats de Renaissance? Monsieur Ciotti, c'est les Françaises et les Français qui vont voter. Mais vous allez voir. Vous êtes ensemble, là? Attendez, laissez-moi terminer, vous allez voir. Ça va être très simple. Mardi prochain, il va y avoir une motion de censure à l'Assemblée nationale. Mardi prochain, il va y avoir une motion de censure à l'Assemblée nationale. Tous, monsieur Ciotti, je vous ai entendu mardi, vous avez dit l'augmentation des impôts et des taxes sur les Français, c'est une ligne rouge. Donc si vous appliquez votre ligne rouge, vous allez voter la censure, c'est ça? Vous allez voter la censure? Pas la vôtre. Donc vous allez laisser le gouvernement en place. Laissez le gouvernement. Magali Berda sera fixée sur son sort le 25 novembre prochain. Lors de son procès, toutes les parties se sont exprimées ce lundi de 14h30 à 23h10 et le parquet a dévoilé ses réquisitions que nous détaille Manon Aversa. Magali Berda était-elle la gérante de fait de la société BA & Co? Pour les parties civiles qui représentent les créanciers, cela ne fait aucun doute. Pour la procureure, c'est même le personnage central de cette affaire. Elle requiert à son encontre 18 mois d'emprisonnement, aménagé avec bracelet, dont 12 mois avec sursis, ainsi qu'une interdiction de gérance à vie. La papesse des influenceuses est accusée avec 3 autres prévenus de banqueroute et de blanchiment d'argent pour des faits qui sont déroulés entre 2014 et 2015. Concernant la gestion de la société de courtage BA & Co, d'autres questions ont été soulevées par la Cour. Qui a utilisé le compte ouvert par Anna Z? Qui avait accès au compte? Qui a dépensé plus de 664 000 €, dont 64 000 € dans des dépenses personnelles, dans des hôtels à Monaco et des achats de vêtements? Aucun des prévenus n'a pu répondre à ces questions. Pour l'avocat de Madame Berda, elle n'était que salariée et n'a pas à répondre à des accusations de gérance. On a l'impression que c'est son nom qui a valu les poursuites. On a l'impression que c'est parce que c'est Magali Berda
qu'il y a ce dossier. Et j'ai cette conviction profonde que si jamais il n'y a pas Magali Berda prévenue dans cette affaire, mise en cause dans ce dossier, j'ai cette conviction qu'il n'y a absolument pas de poursuite contre quiconque. Donc évidemment, nous avons plaidé la relaxe avec force, parce qu'on ne peut pas raisonner de cette manière en matière pénale. Magali Berda, elle, s'interroge pourquoi maintenant, 10 ans après. À l'époque, le mandataire judiciaire ne m'a pas accusé, je ne comprends pas, j'ai un handicap, ce sont les médias. Pour elle, cette affaire est intimement liée à sa notoriété. Pour les autres prévenus, le procureur lui a demandé des peines allant de la dispense de peine à 14 mois de prison avec sursis. Non, c'est débarrasser le Liban d'influence iranienne. Non, oui. Alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de milliers de civils libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à cette inversion totale selon vous? Je le pense. Je pense que c'est totalement vrai. D'ailleurs, quand vous regardez la question israélo-palestinienne, il y a deux camps totalement opposés qui s'affrontent. Un camp extrêmement minoritaire, le camp des États-Unis, de l'Europe, globalement les pays membres de l'OCDE, et vous avez le reste du monde. Le reste du monde. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que le monde partage le point de vue parisien sur la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas même. Quand on entend M. Erdogan, président turc, qualifier ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe à Gaza de génocide, il le dit aisément. Le président brésilien, pareil. Le président roumain, pareil. Tous les présidents du monde entier disent la même chose. Si vous avez fait attention, lorsque Netanyahou a pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations unies à l'ONU, à New York, ce qui s'est passé pour Ahmadinejad il y a 15 ans, c'est passé pour lui. C'est-à-dire que la salle était à moitié vide et les autres délégations qui étaient présentes ont quitté la salle lorsqu'il a pris la parole. Mais cette question-là, à mon sens, n'est pas une question qui a trait à la qualité de juif. Cette question-là est la conséquence de ce qui est la perception de la majorité de la planète du comportement d'Israël dans sa région. On peut dire tout ce que l'on veut, mais in fine, voici un pays qui est ultra armé, totalement financé par les États-Unis, armé par les États-Unis, qui bombarde le Liban, qui bombarde la Syrie, qui bombarde Gaza, qui bombarde la Cisjordanie, et qui ne se fait pas condamner, si vous voulez, par le camp occidental. Alors que tous les autres pays du monde, quasiment sans exception, condamnent ce comportement. La question n'est pas de dire, si vous voulez, qui a raison, qui a tort. La question est de se rendre compte aujourd'hui que le regard que l'Occident a sur la question israélienne n'est plus un regard unanimement partagé dans le monde. Et il y a un autre moment de la vidéo qui est intéressant, c'est vers 4... Il y en a une qui veut défendre, en fait, tu vois. Regardez ce qu'elle va dire. Souvenez-vous d'elle, qui avait dit que les enfants qui mouraient à Gaza... Je me rappelle même plus de la phrase, tellement qu'elle était lunaire. C'était pas pareil, en gros, tu vois. Terroristes, des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc. Là, alors attention à cette définition, parce que dans ce cas-là, Israël va être... Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Oui. Parce que je suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un certain... autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, et on a été c'était interdit de le dire. Mais évidemment. Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste.